se fait dans des conditions très particulières et je vous remercie tous et toutes d'avoir accepté de vous adapter à ces conditions. Alors, une autre particularité de cette soutenance est liée au fait que cette thèse de doctorat a été réalisée en co-tutelle entre nos deux universités, l'Université Qadi Hayat et l'Université de Liège, et il a été convenu d'organiser une seule soutenance pour les deux universités. Ça n'a pas été très simple au niveau administratif, mais voilà, tout est en ordre maintenant. Alors, les membres des deux jurys sont les deux co-promoteurs, à savoir le professeur Zouaïr Benradoun et le docteur Gilon. Ensuite, nous avons trois rapporteurs, à savoir le professeur Abdelhadi Jabiri, le professeur Brice-Olivier Demory, Université de Berne, je précise les autres, la professeure Catherine Kohlenberg, Université d'Anvers. Ensuite, nous avons deux examinateurs, avec le docteur Laetitia Delray, Université Cambridge, le docteur Amaury Trio, Université de Birmingham, et nous avons ensuite le secrétaire, docteur Emmanuel Join, Université de Liège, et moi-même en tant que président. Alors, le déroulement de cette soutenance est assez standard, je crois que c'est la même chose pour nos deux universités, avec 45 minutes de présentation, puis 45 minutes de questions-réponses, après quoi le jury ira délibérer pendant 30 minutes et nous viendrons alors présenter le résultat de ces délibérations. Alors, avant de commencer, je dois rapidement lire les conclusions des trois rapporteurs, parce que c'est un préalable à la défense. Donc je vais commencer, les papiers sont dans le désordre, je prends le premier qui vient, c'est le professeur Brice-Olivier Demory, Université d'astrophysique, professeur d'astrophysique à l'Université de Berne, qui conclut dans son rapport que la thèse de M. Barkaoui a apporté une importante contribution à la découverte d'exoplanètes. Son travail a abouti à la publication de nombreuses courbes de lumière de qualité et à la mesure de paramètres physiques d'une vingtaine d'exoplanètes dans des publications à comité de lecture. Le manuscrit dénote par ailleurs une excellente maîtrise des techniques d'observation et d'analyse de données. Il considère que les qualités de ce travail justifient sa présentation comme thèse de doctorat en astrophysique de l'Université Qadi Hayat et de doctorat en sciences de l'Université de Liège. Nous avons des rapports tout très positifs. Nous avons ensuite le rapport du professeur Abdelhadi Jabiri, qui conclut de même que le manuscrit est bien rédigé malgré quelques corrections mineures. M. Barkaoui a bien présenté pédagogiquement les acquis de ses travaux, ce qui atteste de la parfaite maîtrise de son sujet et une connaissance appropriée du domaine de la détection et de la caractérisation des exoplanètes. La masse de travail expérimental réalisée, ainsi que sa production scientifique exceptionnelle, démontrent de la part de M. Barkaoui une excellente connaissance, aussi bien pratique que théorique, des différents problèmes abordés. Ceci justifie amplement son aptitude à la recherche scientifique et lui permettra sans doute, je pense que c'est certainement, de se présenter avec succès devant le jury de soutenance pour obtenir le titre de docteur en astrophysique conjointement à l'Université Qadi Hayat et l'Université de Liège. Un nouveau rapport très positif. Dernier rapport qui vient du professeur Catherine Kohlenberg, de l'Université d'Anvers. Le rapport est écrit en anglais. Alors je vais lire en anglais. As his thesis manuscript and CV reveals, Mr. Khalid Barkaoui has developed himself into an all-round expert in exoplanet detection over the past years. Not only has he contributed largely both hands-on as thorough his studies to the further development of a relatively young but booming research field in his country. Through his involvement in the success of TRAPPIST North at UKMN. He also contributed to and made several new discoveries, and as such, he co-authored and also first authored several publications on exoplanet detections.
Allô, il reste quelqu'un? Je crois que c'est juste Denis qui est frisé. Oui, c'est mal. Denis qui a disparu, c'est fait. Il va revenir. Le voilà. Désolé, il était échappé. Donc je voulais donc, pour terminer le rapport de Mme Collenberg, c'est un rapport très positif, et je suppose qu'il implique que M. Barkawi est évidemment prêt à défendre sa thèse de doctorat. Alors, je pense que nous sommes prêts, donc nous allons procéder à la soutenance de la thèse de doctorat de Khalid Barkawi, dont le titre est Détection et caractérisation d'exoplanètes en transit avec le télescope TRAPPIST-NOM. Voilà, j'espère que tout se passera bien et je laisse la parole à Khalid Barkawi. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, monsieur le président, les membres du jury et mes directeurs de thèse et mes amis. J'ai l'honneur et le plaisir de présenter devant vous ma thèse intitulée La détection et la caractérisation d'exoplanètes en transit avec le télescope TRAPPIST-NOM. Ma thèse est en co-tutelle entre l'Université Radiaïenne Marrakech et l'Université de la Belgique dans le cadre du projet TRAPPIST-NOM. Avant de commencer, je tiens à remercier les membres du jury pour leur présence aujourd'hui et les directeurs de thèse pour leur soutien tout le long de mon doctorat. Le plan de ma thèse, de mon exposé, et je commencerai par une introduction, et deuxièmement, les objectifs de ma thèse, et troisièmement, la méthodologie à suivre, et quatrièmement, la contribution à projet Spéculoos, et cinquièmement, la contribution à des surveilles à grand champ, et je terminerai par une conclusion et perspective. La planète Pégasi 51b était la première planète découverte en orbite autour d'une étoile de type solaire par Michel Mayor et Didier Queloz en 1995. Il s'agit d'une planète du type Jupiter, c'est-à-dire la masse est comparable à celle de Jupiter, chaude, c'est-à-dire la planète est très proche de son étoile. Après cette découverte, le domaine d'exoplanétologie était né et est devenu l'un des plus importants domaines de recherche dans l'astrophysique. À ce jour, il y a plus de 4000 candidats, plus de 4000 exoplanètes détectées et plus de 5000 candidats pas encore confirmés. Via plusieurs méthodes de détection, il y a des méthodes directes comme l'imagerie directe et les méthodes indirectes comme la méthode des transits et des vitesses radiales principalement. Le diagramme représente le rayon planétaire en fonction de la masse planétaire de toutes les planètes détectées. Le cadre bleu représente la limite approximative des planètes du type Terre et de Super-Terre. Le cadre jaune représente les limites approximatives des planètes de type Neptune et le cadre rouge représente la limite approximative des planètes de type géante gazeuse. Les principales méthodes de détection, il s'agit de la méthode des vitesses radiales, c'est lorsque une planète tourne autour de son étoile, l'étoile montre des variations de la vitesse radiale dues de son mouvement autour du centre de masse. Et voici un exemple d'une courbe de vitesse radiale mesurée pour la planète Pégasi 51b. Il s'agit également de la méthode des transits. C'est la méthode la plus productive et la plus efficace pour la détection et la caractérisation d'exoplanètes. Il est basé sur le passage de la planète devant son étoile et durant ce passage, la planète cache une petite surface de l'étoile, ce qui conduit à une diminution légère du flux stellaire, c'est la courbe à droite. L'observation d'un transit d'une exoplanète permet de déterminer les paramètres stellaires et planétaires d'un système, et tels que
la densité stellaire, le demi-grand axe orbital, la période orbitale, l'inclinaison orbitale de la planète et le rayon orbital de la planète. L'observation des vitesses radiales, on peut compliquer, on peut continuer à décrire à trouver d'autres paramètres de système tels que les paramètres orbitaux, l'excentricité et argument de période, et aussi la masse minimale de la planète. En combinaison les deux méthodes, la méthode des vitesses radiales et la méthode des transits, on peut déterminer la masse exacte de la planète et puis la densité de la planète. La méthode des transits nous renseigne également sur la structure de l'atmosphère et la composition atmosphérique en utilisant la technique de la spectroscopie de transmission, c'est-à-dire d'observer le transit primaire dans des différentes longueurs d'onde, et la spectroscopie d'émission, c'est-à-dire d'observer l'occultation, c'est lorsque la planète passe derrière son étoile. Et aussi, la courbe de phase, c'est une variation du fait que l'angle entre la planète, l'étoile et l'observateur change au cours de l'orbite. Nous renseigne également sur la distribution longitudinale de l'émission thermique de la planète, c'est-à-dire la présence d'une atmosphère capable de transférer l'énergie de la partie nuit, et aussi l'albédo géométrique de la planète. Le projet TRAPPIST Nord, c'est le pilier de ma thèse, c'est un projet dédié partiellement aux exoplanètes en transit, dans le cadre d'une collaboration entre l'Université Radarienne Marrakech et l'Université de Liège et de la Belgique. C'est une photo qui a été prise durant l'inauguration du projet TRAPPIST Nord à l'Observatoire de Lekendel le 6 juin 2016. Il s'agit d'un petit télescope robotique de 60 cm de diamètre installé à l'Observatoire de Lekendel en juin 2016. Il a dédié à la détection et la caractérisation d'exoplanètes en transit et l'étude des comètes et d'autres petits corps de notre système solaire. C'est le jumeau du télescope TRAPPIST Sud installé à l'Observatoire de la CIA au Chili. Et le temps d'observation du projet TRAPPIST Nord, même TRAPPIST Sud, c'est 50% pour les exoplanètes et 50% pour les comètes. Durant ma thèse, j'ai participé à la planification des observations, des opérations du télescope en utilisant le programme ACP. ACP, c'est un programme intelligent qui gère tous les aspects d'observation et le lancement des autres programmes comme Maxime DL, c'est pour connecter et refroidir la caméra CCD et pour connecter le ROAFET. Et le programme FocusMax, c'est pour faire la mise au point automatique du télescope. Il réalise même les images de calibration, le dark, le flat et l'offset, et il a basé sur des scripts écrits par l'utilisateur. Durant la journée, je lance la réduction des données sur des ordinateurs installés sur place à l'Observatoire de Lekendel. Et puis, je transfère les données vers Marrakech pour faire l'analyse et l'interprétation des résultats. Et j'ai observé plusieurs transits. L'un des transits, c'est le transit de la planète 13-3P, a été observé le 1 juin 2016. C'est à propos pour but, c'est de faire la calibration et la validation de l'instrument. J'ai également effectué plusieurs missions à l'Observatoire de Lekendel, c'est pour la maintenance du télescope TRAPPIST Nord, de nettoyer le miroir primaire avec le gaz CO2, de nettoyer la caméra CCD et les filtres utilisés. Les objectifs de ma thèse sont la détection des planètes telluriques potentiellement habitables en transit autour d'étoiles ultra-froides dans le cadre du projet SPECULOS, et la détection des planètes géantes à courte période en orbite autour d'étoiles de type solaire dans le cadre des surveilles à grand champ, essentiellement le projet WASP. La méthodologie, et comme TRAPPIST Nord est un observatoire robotique, alors on peut l'opérer de manière automatique
et de le contrôler depuis n'importe où avec une connexion sécurisée VPN. Les filtres les plus utilisés sur Trappist Nord sont le filtre E+Z, c'est un filtre proche infrarouge utilisé pour les cibles spéculeuses, parce que les cibles spéculeuses sont des étoiles naines ultra froides qui émettent beaucoup dans l'infrarouge. Les filtres Z' et P' sont utilisés pour détecter la chromaticité des transits. Le filtre Blue-Gluckin, c'est une bande pas passante large utilisée pour les étoiles faibles afin d'améliorer le rapport signal sur groupe. Le temps d'exposition sélectionné pour chaque cible dépend de plusieurs paramètres sont la magnitude et le type spectral de l'étoile, le diamètre du télescope, le filtre utilisé et la sensibilité de la caméra CCD. J'ai utilisé un programme ETC pour calculer le temps de pause. C'est un programme écrit sur le langage Fortran et j'essaie d'avoir un pic, c'est-à-dire le nombre des électrons dans un pixel autour de 30 000 électrons. 30 000 électrons, c'est la moitié de la saturation de la caméra CCD, d'être loin de la saturation et d'avoir un bon rapport signal sur vous. Avant de commencer, il faut vérifier les conditions d'observation, telles que le ciel est clair, le vent calme et pas d'humidité, la distance entre la cible et la Lune soit supérieure à 30 degrés et surtout dans la phase de la pleine lune, l'élévation de la cible soit supérieure à 20 degrés. Les éphémérides des transits, les calculés via la formule suivante, en utilisant un script développé sur Fortran, afin de planifier les observations. L'étape après l'observation, c'est le pré-traitement des images. C'est une méthode qui nous permet d'avoir des images prêtes pour le traitement et l'analyse. En utilisant les images de calibration telles que les images BIAS, c'est le bruit de lecture de la caméra CCD. Le dark, c'est le bruit thermique des électrons qui génèrent un signal proportionnel au temps de pause. Et les flats, c'est un plage de lumière uniforme qui corrige le chemin optique et les poussières sur le détecteur CCD. La deuxième étape, c'est la photométrie d'ouverture. C'est une technique qui nous permet de mesurer le flux des étoiles dans les images calibrées en utilisant la formule suivante avec FT. C'est le flux total dans l'ouverture principale, c'est-à-dire c'est la somme des intensités des pixels dans l'ouverture principale. Et le ski, c'est le fond de ciel local mesuré autour d'un courant extérieur. La troisième étape, c'est de faire la photométrie différenciée, c'est-à-dire de calculer le flux de l'étoile cible et divisé par le flux des étoiles de comparaison afin de corriger la scintillation atmosphérique. Et voici un exemple d'une bombe de lumière. À gauche, en haut, c'est le flux de l'étoile cible en bleu et le flux des étoiles de comparaison en jaune. Et à droite, c'est le rapport entre les deux, c'est le flux relatif de l'étoile cible. Et l'une des conditions de choisir les étoiles de comparaison, c'est d'être stable photométriquement durant la nuit d'observation, ce qui montre les courbes en bas. L'étape finale, c'est l'analyse des courbes lumière afin d'extraire ou afin de déterminer les paramètres stellaires et planétaires d'un système. Les paramètres stellaires sont indispensables pour caractériser ces exoplanètes. En effet, la masse et le rayon d'une exoplanète peuvent être mesurés à partir de ceux de son étoile hôte. La luminosité de l'étoile permet de déterminer la température d'équilibre de la planète et l'âge de l'étoile est un excellent indicateur pour l'âge de ces exoplanètes. Autrement dit, mieux de comprendre l'étoile, permet de mieux comprendre les exoplanètes et permet de mieux comprendre la formation et l'évolution des systèmes.
Et pour analyser le corps de lumière, j'ai utilisé la technique de Monte Carlo par chaîne de Markov, MCMC. L'intérêt, c'est l'exploration des paramètres autour de la solution et la projection des intervalles de confiance sur chaque paramètre. Il a basé sur le formalisme bayésien des probabilités qui a été introduit par le mathématicien Bayes sous la forme suivante, avec θ c'est les valeurs des paramètres du modèle et T c'est l'ensemble des données et I c'est l'information a priori et M c'est le modèle imposé. La partie rouge représente la probabilité a posteriori des valeurs des paramètres du modèle, sachant que T, I et M sont corrects. La partie noire représente la probabilité de l'ensemble des données, sachant que θ, I et M sont corrects. Et la partie bleue représente la probabilité a priori des valeurs des paramètres. La chaîne de Markov, c'est un ensemble des états aléatoires où l'état I ne dépend que de l'état précédent via la formule suivante, avec θ G, les paramètres, le paramètre de 100, c'est un paramètre qui est perturbé à chaque pas de chaîne de Markov. Et ici, l'indice de l'incrément et la partie rouge représente le pas aléatoire. Voici un exemple illustratif d'un transit. Les données d'entrée du code MCMC sont les données photométriques, c'est-à-dire la courbe lumière et les mesures des vitesses radiales. Et les paramètres d'entrée sont les paramètres stellaires, mesurés à partir des spectres de l'étoile observée, tels que la gravité de la surface, la température d'équilibre, la température effective, la métallicité et la rotation de l'étoile. Les paramètres de son sont la profondeur, le paramètre d'impact, la durée totale du transit, le timing du transit, la période orbitale et le coefficient d'assombrissement centre-bord. À droite, c'est une courbe de la profondeur à chaque pas de MCMC et la valeur la plus représentative, c'est la valeur médiane avec un sigma d'erreur. Et à droite, c'est la courbe de lumière de 13,3P observée avec le télescope précédent en 1 juin 2016. La première partie de ma thèse est consacrée sur la recherche des planètes telluriques éclipsant les étoiles ultra-froides dans le cadre du projet Spéculoos. Les planètes telluriques sont des planètes en détail et des masses comparables à ceux de la planète Terre. Et ces planètes sont des cibles extrêmement intéressantes pour une étude approfondie de leur atmosphère avec les télescopes, les futurs projets James Webb, le télescope James Webb de la NASA qui sera lancé en 2021 et le télescope géant européen. A pour objectif, c'est de déterminer la composition atmosphérique et d'identifier les molécules dans l'atmosphère et de chercher des biosignatures. Des biosignatures, c'est un ensemble de molécules qui indiquent la présence de la vie. Les étoiles naines ultra-froides sont des étoiles de type spectro de M7 à L2,5, représentent 15% des étoiles du voisinage solaire. En détail comprises entre 8 et 15% de la taille du Soleil et des masses comprises entre 7,5 et 10% de la masse du Soleil et la luminosité comprise entre 1 et 10% de la luminosité du Soleil et les températures d'équilibre effectives inférieures à 2700 km. Le diagramme en bas représente le rayon planétaire en fonction de le rayon stellaire en fonction de la masse stellaire. Et d'après ce diagramme, les étoiles naines ultra-froides ont des tailles similaires à la taille du Jupiter. L'intérêt de chercher des planètes en orbite autour d'étoiles naines ultra-froides, la petite taille des étoiles naines ultra-froides augmente le signal de transit et la probabilité géométrique de transit. En effet,
C'est la profondeur d'une planète de la taille de la Terre devant une étoile née ultra froide et du quelques millimètres, c'est la courbe à droite, à comparer à une planète de la taille de la Terre devant une étoile de type solaire. De plus, en raison de leur faible luminosité, le bord inférieur de leur zone habitable est extrêmement proche de l'étoile, une zone 25 fois, ce qui correspond à des périodes orbitales de quelques jours autour de l'étoile, et ceci rendre des transits des exoplanètes potentiellement habitables plus probables avec une probabilité géométrique supérieure à 2% et fréquent. Si on prend un exemple d'une étoile de type M6, on a 60 transits à chaque an, et une étoile de type M8, on a 108 transits par an. En raison de leur petite taille, la configuration des transits rend possible l'étude d'étudier leur composition atmosphérique avec les futures facilités comme le télescope James Webb de la NASA. Ces avantages ont motivé le développement du projet Spikelos. C'est un projet dédié à la recherche des planètes potentiellement habitables en transit autour de 1000 ultra-froides, les 1000 ultra-froides les plus proches. La stratégie, c'est d'observer à chaque cible pendant un moyenne de 100 heures afin d'explorer la zone habitable. Le projet Spikelos est dirigé par l'Université de Liège en partenariat avec d'autres universités. Il se base actuellement sur 8 télescopes robotiques, 4 télescopes de 1 mètre de diamètre de Spikelos Sud au Chili, un télescope de 1 mètre de diamètre de l'observatoire Spikelos Nord Artemis et un télescope de 1 mètre de diamètre de l'observatoire Syntex au Mexique et 2 télescopes de 60 cm de diamètre, TRAPPIST Nord à l'observatoire de Legenden et TRAPPIST Sud à l'observatoire de la CIA au Chili. Je n'ai pas participé au suivi photométrique des cibles Spikelos en utilisant le télescope TRAPPIST Nord. J'ai observé 54 cibles Spikelos entre juin 2016 et juin 2020. Sont des cibles plus brillantes dans l'infrarouge et les observations ont été effectuées dans un filtre, dans le filtre E+Z, c'est un filtre proche infrarouge, afin d'améliorer le rapport signal sur bruit et d'obtenir les courbes de lumière avec une haute précision. Voici quelques résultats que j'ai obtenus. Plusieurs cibles sont révélées en calme photométrie, c'est-à-dire le flux relatif de l'étoile cible est constante au cours de la nuit, ce qui facilite la recherche des transits dans les courbes de lumière, c'est les étoiles juntées. Une fraction des cibles a montré les flares, c'est des augmentations de flux relatifs dans quelques instants. Et l'autre fraction a montré une variabilité complexe, des modélations de quelques proportions de l'amplitude. J'ai utilisé les courbes de lumière acquises avec TRAPPIST Nord afin d'estimer leur sensibilité en termes de la taille des planètes détectables, en injectant les signaux des transits d'une exoplanète de la taille de la Terre, de les courbes de lumière. Et voici un exemple d'une cible observée avec TRAPPIST Nord après l'injection d'un transit de la taille de la Terre de l'étoile de lumière. On voit que le transit est bien clair et visible dans les courbes de lumière. J'ai également calculé le rayon planétaire minimal